Depuis quelques mois, j'habite dans un petit hameau où il y a des poules qui gambadent en plein air. Et moi, globalement, les animaux, j'ai toujours envie de leur faire des câlins. Et en particulier les poules, c'est vachement beau une poule, ça a l'air tout doux et tout. Alors, mais elles veulent pas. Hein. Elles sont toujours en train de partir, limite elles essayent de s'envoler. Pourtant, moi, je leur dis, tu sais, je caresse hyper bien. Je suis sûre que tu vas adorer. Tu sais, tu rates quelque chose en refusant mon câlin. Et comme elles veulent toujours pas, je leur dis, écoute, c'est pas grand-chose. Pour toi, tu te laisses faire. Et puis moi, ça me fait plaisir. Bon, toi, ça passera, quoi. Alors, les écoféministes disent qu'en tant que femmes, nous sommes privilégiées de faire partie d'une classe dominée. Parce que c'est vrai que franchement, j'y vais de bon cœur avec ces poules. J'ai vraiment envie, parce que je les aime, que je veux faire un câlin. Mais c'est vrai que c'est déjà arrivé que des mecs me disent ce genre d'argument, laisse-toi faire, je le fais hyper bien. Et j'ai pas trop aimé en fait. Quand c'est non, c'est non. Alors j'ai une amie qui m'a dit, écoute, avec de la nourriture, tu peux peut-être les amadouer et au bout d'un moment, tu arriveras à leur faire un câlin. Alors la prostitution au sein des mouvements féministes, ça fait débat. Je vais pas rentrer dans ce débat-là. Et bon, moi, globalement, je suis quand même quelqu'un d'hyper respectueuse parce que j'ai conscience de ce que c'est que de faire partie des dominés. Donc, par respect pour les poules, je leur demande, est-ce que tu voudrais pas un câlin? Et tu voudrais pas un câlin? Et si tu veux pas là maintenant? 10 fois par jour. Bon, il paraît que c'est du harcèlement. Donc, le principe de l'écoféminisme, c'est de se dire qu'il y a pas mal de points communs entre la domination des hommes sur les femmes et la domination des humains sur la nature. Et en fait, à partir du moment où on commence à regarder les choses un peu sous cet angle-là, on regarde le monde d'une façon assez différente. C'est une sorte de relecture du monde. Alors, les mouvements écoféministes, en fait, les principes écoféministes vont dans beaucoup de directions. Et j'aurais adoré pouvoir parler de tout, mais en 1h30 de conférence, j'ai dû faire des choix. Donc malheureusement, on n'abordera pas toute la diversité de ce mouvement-là. Cette conférence, elle va se passer dans un premier temps, on va faire un premier saut dans le temps, dans les années 70 et 80, pour balayer quelques mouvements écoféministes principaux. Deuxième partie de la conférence, je vais expliquer pourquoi, essayer de faire comprendre pourquoi les écologistes et les féministes ont été les pires ennemis des écoféministes. Et une dernière partie où je vais regarder ce qui s'est passé à la Renaissance, donc à la fin du Moyen-Âge et au début de l'ère moderne, qui est vraisemblablement un tournant. Et ça me permettra de balayer les grands axes de l'écoféminisme. « 1973, en Inde, sur la chaîne de l'Himalaya, des femmes s'interposent entre les tronçonneuses et les arbres pour protéger leur forêt. Elles enlacent les arbres comme ça, elles les embrassent. Et ça se dit Chipko dans leur langue. Pourquoi ce sont les femmes qui mènent cette lutte? Parce que elles se transmettent de mère en fille comment la forêt peut satisfaire leurs besoins de subsistance en fournissant de la nourriture par la cueillette et aussi du fourrage pour nourrir les animaux. Elles vont obtenir 2 victoires. Premièrement, un moratoire contre l'abattage des arbres. Ah oui, j'ai oublié de vous dire quand même pourquoi est-ce qu'on abattait ces arbres. C'était une entreprise de fabrication de raquettes de tennis, pour les Européens, bien entendu. Donc elles obtiennent un moratoire contre l'abattage de ces arbres, et puis elles obtiennent aussi que les femmes seront beaucoup plus impliquées dans l'avenir, dans les décisions de leur village.
Les victoires militantes, souvent elles s'obtiennent sur le temps long. Et le mouvement Chicot, il a commencé en 1720, au moment où les colons anglais rasent des forêts pour fournir de la matière première pour les Anglais. Donc il y a un fort lien entre l'écoféminisme et la question du colonialisme. La même année, aux États-Unis, commencent à se monter plusieurs communautés séparatistes lesbiennes. Ce sont des femmes qui décident de cultiver et de gérer des fermes uniquement entre femmes. Elles ont décidé de s'extraire de la société patriarcale qu'elles trouvent trop violente envers les femmes, envers les homosexuels et aussi envers l'environnement. Alors moi, j'ai connu juste une expérience entre femmes. C'était un festival qui durait 2 jours, qui était réservé aux femmes. Et bon, moi au départ, je me dis pourquoi pas, mais enfin moi j'aime bien la compagnie des hommes. Enfin, ça fera une expérience, quoi. Et puis je me suis rendu compte au fur et à mesure des heures et des jours, enfin le lendemain, que je me sentais particulièrement détendue. J'étais peinard. Et c'est vrai que moi j'aimerais bien dans les festivals pouvoir être seule, naviguer. Et en fait, j'ose pas ou difficilement. Parce que quand un homme m'aborde et pour discuter, oui, ça va peut-être être une discussion amicale, sympathique, mais peut-être qu'à un moment, cette personne va essayer de me draguer, et c'est pas toujours le moment. Alors je dis pas qu'il faut pas draguer, hein, parce que j'aurais raté des chouettes histoires de cul et des belles histoires d'amour, mais des fois c'est pas le moment, quoi. Et il y a des personnes qui n'entendent pas que c'est pas le moment. Et puis il y a la peur que ce soit encore plus insistant et que ça tourne vraiment mal. Et là, je me suis rendu compte sur ce festival que j'étais super détendue. Ok. que j'étais détendue, que j'avais dormi seule dans ma tente, que je connaissais personne et que vraiment je me faisais pas de soucis. Voilà pourquoi il arrive parfois qu'on souhaite se faire des moments, des espaces entre femmes. « 1974, cette fois-ci en France, une écrivaine du nom de Françoise d'Aubonne écrit un livre qu'elle appelle « Le féminisme ou la mort ». Et ce serait elle qui aurait inventé le terme écoféminisme. Et elle montre donc le lien entre la domination des hommes sur les femmes et la domination des humains sur la nature. En 1975, Françoise d'Aubonne a participé à un commando qui a placé 2 charges explosives près du réacteur nucléaire de Fessenheim qui était alors en construction. Moi, ça me touche particulièrement qu'une écrivaine ait pris de tels risques sur ce sujet-là, alors avant même qu'il y ait eu l'accident de Tchernobyl. Ça me touche d'autant plus qu'à l'origine, moi je suis ingénieure en énergétique. Et il paraît que vous avez une présentation du scénario Négawatt ici même à la Maison de la Terre il n'y a pas longtemps. Et moi aussi je suis habilitée à présenter le scénario Négawatt que je défends et qui montre qu'on pourrait être 100% renouvelable en 2050, donc sans nucléaire. Alors vous vous souvenez peut-être, vraiment l'axe clé pour réussir la transition énergétique, c'est la rénovation thermique des bâtiments. Alors bon, ça a l'air d'être un peu hors sujet, mais en fait moi c'est ma spécialité la thermique, donc ça me tient à cœur de faire un petit rappel. Est-ce que vous pouvez me dire quel est le principe de base d'un matériau isolant? Le principe, c'est d'enfermer des petites poches d'air. Donc, on fait ça avec, par exemple, des fibres de bois, de la laine de mouton, de la laine de verre. Et si, par exemple, j'ai
quelque chose de particulièrement précieux à protéger ici, dans un angle, eh ben, je vais mettre des fibres de la laine, par exemple, dans l'angle. Et à l'inverse, pour se protéger du chaud, eh bien, on utilise des réactions qu'on appelle endothermiques, donc qui donnent du froid. Et quasiment toutes les machines fonctionnent sur le principe du changement de phase d'un fluide liquide vers un fluide vapeur, donc l'évaporation. Et si je veux augmenter la puissance d'évaporation, donc la puissance de production de froid, eh bien, je vais mettre des ailettes pour agrandir la surface d'évaporation. Donc si j'ai quelque chose de précieux à protéger, ici dans un angle, eh bien, je vais mettre des ailettes et je vais vaporiser des petites gouttes d'eau. Sachant que le système immunitaire des seins se trouve au niveau des aisselles, en tant que thermicienne, je me dis que la nature, elle ne nous a pas mis des poils sous les bras pour rien. En tout cas, moi je me questionne, comment est-ce qu'on peut espérer que notre société arrête de raser des arbres si on n'est pas capable de respecter notre propre forêt, nos propres forêts, qui elles aussi sont protectrices de faune et de flore, qui sont protectrices de notre santé. Bref, forêt, pubis, aisselle, arrêtons de tout raser. De toute évidence, vous l'aurez compris, il y a un lien, enfin écoféministe, c'est la question du patriarcat en lien avec la question de l'écologie. Et hop. « 1976, à nouveau aux États-Unis, des lotissements et des écoles ont été construites par-dessus une décharge de déchets nucléaires, contenant entre autres 22 000 tonnes de produits toxiques. Ce sont les femmes, les mères, qui se rendent compte les premières qu'il y a un problème, parce qu'elles constatent la mauvaise santé de leurs enfants, et sur 15 grossesses, seulement 2 enfants vont naître en bonne santé. Alors c'est elles qui se mobilisent, elles interpellent, elles protestent, et elles font face à des hommes en costard-cravate qui les traitent de femmes au foyer hystériques. Et un jour, une réunion démarre et elles entendent le groupe d'hommes « Ah, il va falloir se tenir à carreau, on a encore les femmes au foyer hystériques. » Et l'une d'entre elles a répondu « Oui, je suis hystérique. Quand il s'agit de ma santé et de la santé de mes enfants, je deviens hystérique. Et si nos maris, eux, ne deviennent pas hystériques, ben c'est que c'est eux qui ont un problème. » À partir de ce moment-là, on ne les a plus jamais traitées de femmes au foyer hystériques. Ces femmes, elles n'étaient pas écologistes, elles n'étaient pas non plus féministes, et pourtant, on les considère comme faisant pleinement partie du mouvement écoféministe. Pourquoi ? La première raison, c'est que c'est par leur rôle traditionnel de mère qu'elles sont devenues de puissantes activistes. La deuxième raison, comme je viens de l'illustrer, c'est qu'elles ont puisé dans leurs émotions l'énergie de se battre. Et la troisième raison, c'est qu'elles ont découvert comment fonctionne notre société. Elles pensaient que les promoteurs n'étaient pas au courant, que c'était une ancienne décharge de déchets nucléaires, de déchets toxiques. Et elles imaginaient que les politiciens qui avaient accordé les permis de construire étaient encore moins au courant. Or, tous ces hommes étaient bien au courant de ce qu'ils avaient fait. Elles comprennent que la société dans laquelle on est donne plus de valeur aux intérêts financiers qu'à la santé des personnes. Et dans l'écoféminisme, il est pleinement question de la lutte contre le capitalisme.
1977, en France, en banlieue parisienne, j'arrive au monde. Je suis donc née en plein milieu de la grande vague écoféministe, et pourtant, il va falloir que j'attende presque 40 ans avant d'en entendre parler. Alors que souvent dans ma vie, j'ai dit que j'étais écologiste parce qu'il y avait une urgence écologique, mais sinon j'aurais été militante féministe. Pour vous dire que j'étais quand même un peu les deux. J'ai un peu été élevée comme un garçon manqué, j'aime pas cette expression, mais on voit de quoi on parle. Et à tel point qu'en fait, quand les choses sont devenues un peu difficiles à un moment de ma vie, à l'adolescence, en fait, je me suis complètement coupée de mes émotions. Ce qui arrive à pas mal d'hommes, malheureusement aussi. Que vous dire d'autre sur ma vie? On va passer là. Si, je voulais vous dire aussi que la famille dans laquelle je suis née, j'ai tendance à appeler ça une famille moderne. Donc vous avez compris déjà un peu mes parents. Et puis, par exemple, toute ma famille était athée. Sur mes 4 grands-parents, il y en avait une qui croyait un peu. Mon père, né en 1945, n'a même pas été baptisé. Mes parents étaient encore un peu dans le rejet de la religion. Moi, on m'en a tellement pas parlé que c'est vrai que je manque un peu de culture à ce niveau-là. Mais ça m'est complètement étranger. Juste, je ne comprends pas. Il n'y avait aucune notion... Ah oui, le lien à la nature. Famille bien urbaine. Et pour vous dire à quel point j'étais bien connectée à la nature, à 20 ans, j'étais persuadée que la ratatouille, c'était un plat d'hiver. Et autre chose que je mettrais un peu dans la modernité, c'est que dans ma famille, on s'intéressait quand même plutôt à ce qui était technique, rationnel. Il n'y avait quasiment aucune référence à l'art, que ce soit pas de peinture, même pas de poster accroché, jamais de musique. Non, des choses utiles. Ce qui fait que moi, j'ai développé à ce moment-là de ma vie une grande passion pour les puzzles. Parce que les jeux, c'est pas toujours très utile, mais le puzzle, on voit bien l'objectif, il y a un truc quand même qui est fonctionnel, quoi. En 1979, des femmes se réunissent pour fonder un groupe qu'elles appellent le Women for Life on Earth. Et elles commencent par écrire une déclaration dont je vais vous lire quelques extraits. Nous abordons les années 80 dans un cri d'alarme pour le futur de notre planète. Une société et une économie mondiale organisées pour le profit d'un petit nombre d'hommes blancs a créé les conditions menant à la dévastation écologique de la Terre. Nous voulons comprendre et tenter de surmonter les divisions historiques basées sur la différence de race, de degré de pauvreté, de classe sociale, d'âge et de sexe, qui tiennent les femmes à l'écart et démunies de pouvoir politique. Nous voulons vivre dans des communautés décentralisées basées sur l'interdépendance, l'autosuffisance et d'autres principes écologiques de base. Ce sont les conditions de notre survie. Comme quoi, on n'est pas la première génération à avoir conscience de la gravité. Quelques mois plus tard, en 1980, elles sont un petit peu nombreuses à faire partie du Women for Life on Earth et elles sont 2000 à participer au Women Pentagon Action. Imaginez 2000 femmes avec leurs banderoles, leurs cris, leurs revendications. Elles demandent l'égalité des droits, la liberté sexuelle et reproductive. Et elles demandent aussi la fin des actions militaires menées par les gouvernements. En chemin vers le Pentagone, elles ont plusieurs mises en scène. Entre autres, elles font un cimetière
pour symboliser et montrer le nom des victimes de ce système patriarcal et capitaliste. Elles ont aussi des immenses marionnettes pour symboliser les émotions qui les met en mouvement. Et puis elles arrivent enfin devant le Pentagone. Là, elles balayent devant les portes du Pentagone, parce que pour ce qui est du balai, on est hyper forte. Et puis elles s'installent devant la porte du Pentagone. Et elles sortent leur pelote de laine. Oui, parce que pour le tricot aussi, on n'est pas mauvaise. Et elles tissent une grande toile d'araignée. Cette toile d'araignée, elle symbolise à la fois leur envie de séquestrer les personnes qui œuvrent au sein du Pentagone. Ça leur permet aussi de symboliser l'intelligence du vivant. Et puis moi, pour cette conférence, ça me permet de montrer que les différents axes de l'écoféminisme ne sont pas juste reliés, ils sont vraiment tissés et imbriqués les uns dans les autres. « 1981, en Angleterre, sur la base militaire de Greenham, sont stockés des missiles nucléaires. Au départ, ce sont 36 femmes qui démarrent un camp et elles sont rejointes par de nombreuses femmes qui vont tenir un camp des femmes pour la paix. Le camp, il va durer 19 ans. Alors, les hommes ont leur rôle pour tenir le camp des femmes pour la paix. Ils les approvisionnent en allant faire les courses pour elles. Ils récupèrent le linge sale et reviennent avec du linge propre. Et ils s'occupent des enfants à la maison. À chaque fois qu'il y a des grands mouvements, des grandes actions ou des personnes qui font des choses exceptionnelles, eh ben, il y avait des gens qui s'étaient occupés de l'arrière-base. D'habitude, on n'en parle pas. Alors pourquoi c'est important à certains moments qu'on soit entre femmes dans des actions militantes comme dans ce cas-là? Parce qu'en fait, en général, on a l'espoir d'avoir une victoire rapide dans nos actions militantes. Et quand les journalistes arrivent, eh bien, on envoie les personnes qui sont habituées à prendre le micro. Et les femmes ne représentent que 20% des intervenantes dans les médias. Donc, globalement, les hommes sont plus habitués à prendre le micro que les femmes. Et puis, pour construire une cabane, tenir une ZAD, ceux qui savent mieux manier l'acier et le marteau, c'est les hommes. Et moi, je peux cuisiner si vous voulez, je sais faire. Nos victoires militantes, on les gagne sur le temps long et on a besoin qu'on soit tous et toutes compétents et compétentes. Et en fait, le fait d'être entre femmes, à la fois, ça permet que les hommes ne fassent pas à notre place et puis ça nous permet aussi à nous de se retrouver un petit peu obligés à tenir le marteau et à s'entraîner. Si la première cabane est ratée, la deuxième sera sûrement beaucoup mieux. Exactement au même moment, aux États-Unis, devant la centrale de Diablo Canyon, a lieu un immense blocus. Ça va durer plusieurs semaines, mais sur le cœur de l'action, il y aura 30 000 personnes pendant 10 jours. Ces gens sont venus mener des actions, par exemple, empêcher les employés de rentrer dans la centrale. La répression policière sera une des plus violentes. Il y aura 2000 personnes qui seront arrêtées. J'ai mis un minuteur pour ne pas dépasser, mais j'ai oublié de couper le téléphone. Super. 2000 personnes arrêtées. On ne mélange pas les hommes et les femmes en prison. Donc, on met les femmes dans des bus, direction les gymnases qui serviront de prison pour femmes, et les hommes dans d'autres bus.
Les femmes se retrouvent donc entre elles pendant plusieurs jours, privées de liberté. Et parmi elles, certaines avaient l'habitude de faire des rituels. Certaines s'appelaient des sorcières. Alors comme il n'y a que ça à faire, elles font différents rituels. Et entre autres, elles en ont un, elles font des incantations pour les drames qui s'est passé sur le sujet nucléaire. Donc à l'époque, il y avait eu Hiroshima, Nagasaki et puis Three Mile Island. Tout le monde connaît Three Mile Island? Pas trop, hein? Ben, c'est un accident nucléaire bien grave, hein, qui est arrivé aux États-Unis en 1979. C'est marrant hein, qu'on ne soit pas au courant qu'il y a eu des accidents nucléaires dans des pays riches et développés. En France, il y en a eu 2 des accidents nucléaires. Ben, même moi, je ne savais pas. Donc c'est un peu... Voilà, réfléchissons aux informations qui nous parviennent là où ça ne nous parvient pas. Et je vous invite à vous renseigner là-dessus. Et donc, elles font des incantations. Hiroshima, Nagasaki, Three Mile Island, no diablo. Hiroshima, Nagasaki, Three Mile Island, no diablo. Hiroshima, Nagasaki, Three Mile Island, no diablo. Peut-être que ça marche ces rituels parce que durant le blocus, les ingénieurs travaillant sur la future centrale se sont rendus compte qu'il y avait de graves problèmes techniques et le démarrage de la centrale sera repoussé de plusieurs années. Alors si ça marche, essayons. Three Mile Island, Tchernobyl, Fukushima, pas de PR. Three Mile Island, Tchernobyl, Fukushima, pas de PR. Three Mile Island, Tchernobyl, Fukushima, pas de PR. Je suis sûre que ça va marcher. Bref, il y a un courant écoféministe qui a un rapport à la rationalité qui est assez original par rapport à nos habitudes d'écologistes. Mon objectif là, c'était de vous montrer à quel point les mouvements écoféministes sont hétéroclites. Ça a l'air de partir un peu dans tous les sens. Et un des points communs que je trouve extraordinaire, c'est qu'à chaque fois, elles ont fait un pas de côté. Par rapport à ce qu'on fait d'habitude, on ne fait pas des communautés séparatistes, c'est mal. On revendique rarement d'être une femme au foyer hystérique. On fait rarement des incantations aussi, etc., etc. Alors, est-ce que vous êtes prêts et prêtes pour la suite de cette conférence à faire un pas de côté par rapport à vos convictions habituelles, à vos certitudes? Vous serez parfaitement libre en sortant de la conf de revenir à vos convictions habituelles. Est-ce que vous êtes prêts à ouvrir un peu les possibles? Oui. Ok. Bon, ben super. On va commencer par critiquer les écologistes. On enchaînera avec une critique un peu longue des féministes. En termes de spiritualité, on va y aller hein, sur la magie. Bon, sur le colonialisme, non, on va pas en dire du bien. Et on va voir un peu comment les bases du capitalisme et de plein d'autres choses se sont faites vraiment à la sortie du Moyen-Âge. Alors moi aussi, j'aime bien dans ma vie faire un pas de côté. Alors par exemple, moi mon leitmotiv c'est dépenser moins pour travailler moins. Et ça fonctionne assez bien en fait, hein, quand on n'est pas obligé de travailler à temps plein, ce dont je réussis à me libérer. Au départ j'étais ingénieure, et puis au bout de 3 ans de travail sur des satellites, j'ai tout plaqué pour faire du massage. J'ai fait ça pendant 4 ans, et puis finalement j'ai repris mes études dans les énergies renouvelables, et que j'ai exercé dans la recherche pendant 7 ans. Et puis en 2016, j'ai à nouveau tout plaqué, et depuis je fais des conférences gesticulées sur l'écologie et de plus en plus sur le féminisme.
Il y a un autre truc que j'ai fait qui était pas forcément très logique dans mon parcours, ou je sais pas, enfin en tout cas inattendu. C'est que je me suis laissée embarquer dans une campagne électorale pour les municipales de 2020. Et le maire m'a proposé d'être adjointe aux travaux. Je lui ai dit, il y a dû y avoir une erreur de casting. Non, vraiment, je te vois bien là, parce que, tu vois, aux travaux, c'est là où il y a l'écologie. Effectivement, l'adjoint au développement durable, en fait, il n'a pas beaucoup de pouvoir, mais alors, aux travaux, on a les espaces verts, la voirie, pour éteindre la lumière la nuit, faire des pistes cyclables, puis utiliser moins de bitume, et puis surtout les bâtiments, et donc pouvoir faire la rénovation thermique des bâtiments. Et en termes de féminisme, c'est pas mal aussi adjointe aux travaux parce que dans les associations de femmes élues, on constate que grâce à la parité, on est présente et on est aussi présente en tant qu'adjointe. Il y a une parité vraiment stricte pour les adjoints au maire. Mais par contre, elles se lamentent d'être toujours à la solidarité, à la petite enfance, aux écoles, aux personnes âgées. Il n'y a jamais d'adjointe aux travaux. Si, moi. Donc oui, franchement, être adjointe aux travaux, c'était à la fois vraiment en cohérence avec mon écologie et mon féminisme. Par contre, c'est pas du tout écoféministe. Adjointe aux travaux, parce qu'il faut beaucoup plus que juste l'écologie et le féminisme pour être écoféministe. Et d'ailleurs, comme je vous disais, les pires ennemis des écoféministes, ça a été les écolos et les féministes. Alors pourquoi ? Pourquoi ? Parce que les écologistes disent « nous, ce qu'on veut, c'est protéger la nature ». Et les féministes, elles disent « mais quand vous dites de nous qu'on aurait une intuition féminine, vous ne seriez pas en train de nous dire qu'on aurait comme des instincts animaux ?» Parce qu'effectivement, en fait, on a souvent associé les femmes à la nature, et pour cette raison-là, on les a considérées comme inférieures. Et les écoféministes, en gros, elles disent un slogan qui est aujourd'hui bien connu, « Nous ne défendons pas la nature, parce que nous sommes la nature qui se défend. » On va aller un petit peu plus loin pour comprendre cette question-là. Les écologistes, dans les années 70-80, ont commencé à faire des parcs naturels. Aux États-Unis, par exemple, le premier parc naturel, ça a été Yellowstone. Et qu'est-ce qui a été fait pour protéger la nature ? La première chose, ça a été d'expulser les Amérindiens. Enfin, les quelques-uns qui avaient réussi à survivre à la colonisation, quoi. Et en France, aujourd'hui encore, les parcs naturels nationaux, il est interdit de cueillir. Alors évidemment, c'est pour protéger les plantes rares, mais depuis la nuit des temps, les humains se soignent et se nourrissent en cueillant des plantes sauvages. Et aujourd'hui, ces parcs nationaux, ils sont mis sous cloche. On n'a plus le droit de faire ce qu'on fait depuis la nuit des temps. Voilà pour l'écologie. Maintenant, le féminisme. La première étape va être un petit peu difficile. Je vais avoir besoin de votre soutien et de votre bienveillance. On va regarder les différences comportementales que l'on observe ou que l'on croit observer entre les hommes et les femmes. Alors, qui fait preuve d'intuition et qui est réputé pour être beaucoup plus rationnel ? En général, quand ça rigole, ça veut dire que ça me soutient. Donc, vous avez compris le principe. Voilà, les femmes, c'est l'intuition. Les hommes, c'est rationnel. Les hommes, ils sont plutôt intellectuels, alors que les femmes, elles sont hyper émotives. Les femmes, elles sont quand même beaucoup plus douées pour prendre soin des petits, des gens, des personnes âgées. D'ailleurs, on dit assez rarement infirmier, on dit infirmière. Alors que les hommes, eux, ils sont dans la conquête du pouvoir, de territoire, de femmes. Qui
est réputé pour avoir de l'esprit, et donc on va leur donner des noms de rues, alors que d'autres ne sont que des corps qui peuvent servir à vendre des voitures ou à pondre des enfants. Et puis le dernier, il est facile aussi, famille et patrie, hein, il n'y a pas photo. Alors ça, c'est clairement une représentation. Et il y a autre chose qui traverse notre société, c'est un jugement de valeur qui dit que ce qui est lié au civilisé, ce qui est lié à la construction humaine, est plus important que ce qui est lié au naturel et au sauvage. Des fois, on dit culture et nature. Donc ça, c'est pas forcément écrit, mais c'est dans les esprits. Et on peut constater que les caractéristiques plutôt masculines sont liées à ce qui est civilisé. La rationalité, l'intellect, l'esprit, la conquête, la patrie. Alors que les femmes seraient plutôt le naturel. L'intuition, les émotions, le soin de la famille, le corps, voilà. Donc tout naturellement, on en conclut que les hommes sont supérieurs aux femmes. Alors, au départ, dans les mouvements féministes, il y avait clairement deux courants. Il y avait l'essentialisme et le matérialisme. On peut dire aujourd'hui que le féminisme n'est plus représenté en France quasiment que par le courant matérialiste. Mais au départ, il y avait bien les deux. Donc ce sont deux courants féministes qui demandent l'égalité entre les hommes et les femmes. Les essentialistes, elles disent que ces différences comportementales entre hommes et femmes, elles sont là par essence, c'est inné. Ça doit être lié aux gènes ou aux hormones. Alors que les matérialistes, elles disent non. Ça, c'est construit par l'éducation et par l'exemple donné par la société. Par contre, ce premier jugement de valeur, il n'a rien à voir avec le féminisme. Donc, on n'en parle pas. Et c'est justement ça... Oh, je suis navrée. C'est justement ça qui est remis en question par les écoféministes. Et ça a plusieurs avantages. D'une part, ça permet de faire un féminisme qui accueille toutes les femmes. Et moi, je l'ai constaté, en fait, au départ, quand je parlais d'écoféminisme à des féministes, elles me disaient « Ah non, mais il y a des essentialistes, je ne veux pas en entendre parler. » Et à l'inverse, quand j'en parlais à des copines ou à d'autres femmes, elles me disaient « Mais bien entendu qu'on est différent des hommes. On porte des enfants, on a des cycles, c'est évident. » Et donc j'ai pu constater par moi-même la difficulté de faire un féminisme qui arrive à rassembler toutes les femmes entre elles. Deuxième inconvénient de ce clivage, et en particulier sur le matérialisme, c'est que tant qu'on n'a pas remis en question le fait que ce qui est civilisé est plus important que ce qui est naturel, et ben la conséquence, c'est que les hommes et les femmes vont être invités à avoir un comportement de type humain, civilisé. C'est-à-dire développer l'intellect plutôt que les émotions, avoir le droit d'être soldate, et plutôt que de s'occuper de la famille, etc. Pour ce qui est de l'essentialisme, moi je questionne, en fait, tant qu'on n'a pas remis en question ça, je ne sais pas comment on peut vraiment avoir une égalité. L'idée de remettre en question ce jugement de valeur, ça permet que les hommes comme les femmes soient invités à développer un comportement plus proche de la nature, des caractéristiques plus liées aux qualités féminines. Et ça permet aussi aux femmes
d'être fières de ce qu'elles sont. L'idée des écoféministes, c'est de dire, en fait, on ne sait pas si c'est inné ou si c'est acquis, mais de toute façon, on les constate, ces différences. Arrivé à l'âge adulte, mais en fait, bien qu'il n'y ait aucune question hormonale, on les constate dès la maternelle, ces différences. Et le risque, tant qu'on n'a pas remis en question ce jugement de valeur, c'est que les femmes ne soient pas fières d'être émotives alors qu'on pourrait l'être. Et c'est vraiment aussi une invitation aux hommes à développer ces qualités-là. En tout cas, parmi les deux courants féministes traditionnels, il n'y en a qu'un des deux qui a réussi à faire de la magie. C'est le mouvement matérialiste. Par exemple, pour le droit de vote, au départ, c'était les essentialistes qui demandaient le droit de vote. Elles disaient, puisque nous sommes différents des hommes, nous demandons le droit de vote pour pouvoir défendre nos idées et nos intérêts. Sauf que la base de la démocratie représentative, celle où on vote, c'est qu'on ne doit jamais voter pour ses intérêts personnels. Et donc, tant qu'elles disaient « nous sommes différents des hommes », on ne leur donnait pas le droit de vote. Et c'est quand les matérialistes ont dit « nous sommes comme les hommes » et donc nous demandons le droit de vote, que là, ça a commencé à devenir un peu plus difficile de leur refuser. Et c'est aussi grâce à la magie du matérialisme que j'ai pu devenir adjointe aux travaux. Cette expérience municipale, je l'ai eue après des années de militantisme où j'étais un peu épuisée. Et bon, j'étais pas naïve, hein, je savais que ça allait pas être radical, mais j'espérais un petit peu changer le système. Pas beaucoup, mais à mon échelle, un petit peu changer le système. Et ce que j'ai constaté, mais très rapidement, en quelques semaines, et ça s'est installé en quelques mois, j'ai vu le système qui me changeait. En fait, je ne sais pas comment peuvent faire d'autres personnes, mais moi, en rentrant dans les institutions, j'ai vu que les institutions m'absorbaient. Et entre autres, dans ces institutions-là, c'est pas tellement l'endroit pour faire preuve de ses émotions, alors que moi j'en avais face à des projets qui me prenaient aux tripes. Et puis, développer ou parler de spiritualité ou dire que le vivant est sacré, c'est pas non plus l'endroit en tant qu'élu. Quant à remettre en question les systèmes hiérarchiques de domination, non, c'est pas non plus l'endroit. En fait, on est en plein dans la pyramide, et c'est pas parce qu'on est monté que ça va mieux dans la pyramide. Les écoféministes, elles demandent un renouveau politique radical et puissant. Politique dans le sens de gestion de la société. Elles disent, nous ne voulons pas prendre le pouvoir, nous voulons retirer le pouvoir de ceux qui sont au pouvoir. Donc les ennemis, c'est même pas ceux qui sont au pouvoir, c'est la notion même de pouvoir. Et la personne qui dit ça est une militante altermondialiste très très engagée. C'est aussi celle qui faisait des incantations lors du blocus contre Diablo Canyon. C'est la sorcière qui s'appelle Starhawk. Et cette sorcière, j'ai pris mon courage à deux mains. J'ai été la rencontrer fin 2019 quand elle est venue en Europe, en Belgique. Alors je peux vous dire que j'y allais un peu sur la pointe des pieds. Parce que quand même, quelqu'un qui se revendique de la spiritualité, qui s'appelle sorcière, j'avais un peu peur de tomber sur une gourou qui allait m'emmener dans une secte. Et c'est justement tout l'inverse que j'ai découvert. On était à peu près 150 à être venus parfois d'un petit peu loin pour rencontrer cette grande Starhawk. Et elle nous parlait sur un ton de voix qui correspondrait au ton de voix qu'une amie aurait utilisé pour parler à une autre amie, pour partager son point de vue sur la vie. Et en fait, j'ai jamais vu ça ailleurs.
C'est le résultat de dizaines d'années de réflexion sur les rapports de domination qui s'incarnent comme ça dans sa façon d'être avec nous. Elle dit qu'on a fait 3 jours de rituel. Moi, mon côté hyper rationnel n'a absolument pas été dérangé par ces 3 jours de rituel. J'ai trouvé que c'était au contraire des méthodes type développement personnel, mais aujourd'hui ce terme il part un peu dans tous les sens. Mais en tout cas, des méthodes qui permettent de renforcer, autant à l'échelle individuelle qu'à l'échelle collective, donc dans le cadre du militantisme, un sentiment de puissance. Une force pour pouvoir agir et être présent au monde et sortir un petit peu de la posture de soumission. Il y a un critère pour reconnaître les bons et les mauvais rituels, je porte un jugement de valeur, en tout cas, la spiritualité écoféministe, elle se base sur plusieurs principes. Pas de système hiérarchique, pas de chef spirituel. Par exemple, Starhawk, elle nous a donné la méthode pour faire un rituel. Il vaut mieux être entre 6 et 8 personnes. Elle nous a indiqué les différentes étapes. Et effectivement, on a fait nos propres rituels. Voilà, il n'y a pas besoin d'être estampillé sorcière. Il n'y a pas de texte sacré auquel se référer. Et surtout, il n'y a aucun système punitif. L'objectif, c'est de renforcer notre sentiment de puissance et pas d'opprimer, de se sentir opprimé. Alors moi, je commence tout juste à pratiquer des trucs que j'appelle rituels, ou des fois à toucher le sol pour me connecter à la terre. J'espère que ça vous choque pas trop. Cool. Parce qu'à un moment, il y a eu la chasse aux sorcières, et il n'aurait pas fallu faire des trucs comme ça. Hein. Mais c'est bon, c'est fini. Hein. Cool. Ça va quand même nous amener à cette troisième partie de la conférence. Donc cette époque de chasse aux sorcières, le début de l'ère moderne, l'ère dans laquelle nous sommes, hein, c'est pas la fin du Moyen-Âge, les sorcières, hein, c'est après le Moyen-Âge. Donc je vous ai dit cette façon de survoler le XVIe siècle. Vous allez voir, je ne vais pas forcément beaucoup parler de féminisme ni d'écologie, mais ça va quand même me permettre de survoler les différents axes importants de l'écoféminisme pour les personnes qui ne connaissent pas. Et je pense que c'est aussi une présentation qui est originale par rapport aux personnes qui auraient déjà un petit peu lu et se renseigné sur l'écoféminisme. À la fin du Moyen-Âge, il y avait de plus en plus de révoltes de la part du peuple, et souvent ces révoltes, elles étaient menées par des femmes. Il et elle avaient revendiqué un modèle de vie plus communautaire, où il y aurait un vrai partage des richesses, et puis moins de pouvoir autoritaire. À peu près à cette période-là, on a eu un grand drame, une grande épidémie, la peste noire. Mais alors, pas une petite épidémie comme on a connu, hein. Il y a eu entre 30 et 50% des Européens qui sont morts en seulement 5 ans. Et ça, évidemment, ça a des grandes conséquences. Et une conséquence négative, c'est que on ne peut pas imaginer un tel drame sans qu'il y ait des coupables. Et à l'époque, beaucoup de superstitions, et on suppose, ou on en profite, pour dire que la peste, elle viendrait des sorcières et des femmes. Autre conséquence, qu'est-ce qui se passe quand il y a pénurie de main-d'œuvre ? Eh bien, il y a amélioration des conditions de vie des travailleurs. Et effectivement, on observe sur la période après la peste que l'esclavage, les serfs s'arrêtent, les serfs deviennent des paysans. On commence à payer les gens pour leur travail, donc c'est le début du salariat, qui est un des éléments du capitalisme, mais pour le coup, il y a quand même quelque chose de positif dans le fait d'être payé pour son travail. Hein.
Et on a des écrits qui montrent qu'à cette période-là, les femmes étaient payées pour leur travail et elles avaient accès à quasiment 100% des métiers de l'époque. Il y avait des femmes qui étaient forgeronnes, des femmes qui étaient maréchales ferrantes. Elles avaient autant le droit que les hommes de travailler. Ça, c'est pas bon du tout, hein. L'amélioration des conditions de vie du peuple, c'est pas bon. Et en général, les puissants s'arrangent pour que ça ne dure pas trop longtemps. On constate dans les décennies qui suivent une détérioration des conditions de vie. Les salaires vont être diminués de 60% sur un siècle. Et puis, pourquoi il y a eu amélioration des conditions de vie? Parce qu'il y avait pénurie de main-d'œuvre. Donc, ce qu'il faut, c'est relancer rapidement la démographie et pousser les femmes à avoir beaucoup d'enfants. Au Moyen-Âge, il y avait des sages-femmes qui soignaient et qui aussi savaient comment espacer les naissances. Elles savaient aussi comment faire des avortements. Et à l'époque, le clergé et les seigneurs acceptaient ces pratiques-là parce qu'ils savaient que sinon, il y aurait eu trop de pauvreté et donc problème avec leur main-d'œuvre. Sauf que là, les temps ont changé, ils en ont besoin de main-d'œuvre. Et donc, ils interdisent les sages-femmes. La plupart seront brûlées. Et on remplace cette médecine populaire par des hommes médecins qui n'y connaissent pas grand-chose en médecine, mais qui au moins poussent aux naissances. Un peu plus tard, on a les enclosures. Les enclosures, c'est la suppression des communs. Les communs, c'est des zones qui appartiennent à tout le monde ou à personne. En tout cas, des zones qui sont gérées par la communauté. Par exemple, c'est des forêts dans lesquelles on peut récupérer du bois de chauffage, du bois de charpente. Ce sont des prairies dans lesquelles on peut faire pâturer les bêtes. C'est des étangs dans lesquels on peut pêcher des poissons. Et ça, tout le monde peut le faire. Ça appartient pas à un propriétaire. On a vachement de mal à imaginer cette notion-là, hein. On est tellement imprégné de cette propriété privée. Alors, je vous donne un exemple. Un pays où, je me suis accordé un voyage à l'autre bout du monde, donc c'était en Amérique du Sud, et j'ai passé 5 mois au Chili. Et au Chili, ils ont découpé les océans en parcelles. Et ces parcelles-là, ils les ont vendues au plus offrant. Ça veut dire que c'est plus possible pour n'importe qui d'aller dans ces zones des océans. Alors, c'est vrai que c'était un peu réservé aux gens qui étaient quand même propriétaires d'un bateau. Mais les petits pêcheurs ne peuvent plus aller pêcher. Et puis même se baigner, ça nous semble naturel. Il me semble que la mer, les eaux appartiennent à tout le monde. Et bien, vous voyez, au Chili, ils ont réussi à privatiser ça. Et l'impression que ça nous fait, en tout cas moi ça m'a profondément choquée, et ben ça correspond au choc qu'ont eu les paysans et paysannes au moment où on leur a supprimé leurs communs. Et ce qu'on constate, c'est que les zones où il y a eu suppression des communs, donc des enclosures, ce sont des zones où il y a eu particulièrement beaucoup de chasse aux sorcières. Et que les zones où il n'y a pas eu d'enclosure, il y a eu très peu de chasse aux sorcières. Et ça, c'est un des éléments qui nous permettent de se dire qu'en fait, il y avait sûrement des raisons politiques à la chasse aux sorcières. Chasse aux sorcières qui s'est donc fait en 2 temps. Le premier temps, c'était la suite de l'Inquisition. Et le deuxième temps, c'était des tribunaux laïques. Bon, alors bien entendu, il y avait une forte concomitance entre le pouvoir et l'Église, hein. Mais néanmoins, c'est plus l'Église qui pratique les tortures et les exécutions. Ce sont des tribunaux qui se basent sur des textes qui disent comment on reconnaît une sorcière. Sur cette période de chasse aux sorcières, il y a eu 60 000 exécutions.
Ça veut dire qu'il y a eu encore plus de personnes incriminées, torturées, etc. Et sur ces 60 000 exécutés, il y avait 80% de femmes. Quand on a un peu l'esprit critique, ce qui est mon cas, le cas des écoféministes, on se dit que c'est pas possible qu'il y ait une telle répression envers les femmes sans que les femmes aient d'une façon ou d'une autre menacé le pouvoir. Alors qu'est-ce qu'on constate d'autre sur la place des femmes, l'évolution de la place des femmes sur 2 siècles? Donc, je vous rappelle qu'au départ, elles avaient accès à tous les métiers et elles étaient payées pour leur travail. Petit à petit, on interdit aux femmes d'avoir un travail rémunéré. Et puis, au cours de cette période-là aussi, on a dépénalisé le viol. C'est pas grave. C'est pas besoin d'être puni. On a mis en place à un moment un service public de prostitution. C'était l'État qui proposait ce service public. Et puis après, ça a été interdit la prostitution. Bah oui, vu que les femmes n'avaient pas le droit d'être payées pour leur travail, et que de toute façon, on avait le droit de les violer. Il y a eu un contrôle reproductif. Elles ont perdu le contrôle de leur corps et leur capacité entre femmes d'espacer les naissances. Et en 2 siècles, les femmes n'ont plus d'autre statut que celui d'être mariées, et elles n'ont plus d'autre rôle que celui de la reproduction et de la production de main-d'œuvre. Les activités des femmes ne sont plus considérées comme du travail, puisque c'est pas payé. En fait, c'est juste une ressource naturelle dont chacun peut disposer, comme des bêtes, quoi. J'aurais tendance à dire que, en fait, ce qu'on a mis en place, c'est que chaque homme avait le droit et l'honneur de disposer d'une esclave à son service. Et donc, ça a aussi instauré une division entre hommes et femmes. Je ne dis pas que c'était rose avant, hein. Je dis juste qu'ils étaient hommes et femmes dans la même galère. Et c'est tellement pratique de diviser pour mieux régner, surtout quand il y a un peu trop de rébellion. La chasse aux sorcières, ça a permis aussi de considérer que les femmes sont l'incarnation du mal. Pas vraiment besoin de comprendre, voilà, mais dans l'esprit général, les femmes sont l'incarnation du mal. D'ailleurs, à quoi on reconnaît une sorcière? Pas à grand-chose en fait, hein. Sur oui-dire. S'il y a quelqu'un qui dit c'est une sorcière, on peut démarrer la torture jusqu'à obtenir des aveux. Il n'y a pas besoin qu'il y ait de preuves, hein. Il n'y a même pas eu besoin qu'il y ait un dommage, qu'il y ait un sort qui se soit réalisé. Juste une supposition d'être sorcière, ça suffisait. On les accuse, donc le livre qui sert pour les tribunaux, on les accuse de se transformer en animaux, de voler la nuit sur un balai et de pratiquer le sexe avec le démon. On constate que les sorcières brûlées vives sont généralement, donc je vous ai dit, des sages-femmes, des veuves et des femmes ménopausées, qui ne donc servent plus à rien pour la reproduction. On a aussi beaucoup de femmes pauvres, et d'une manière générale, c'était des femmes libres. Voilà comment moi j'explique la chasse aux sorcières, sans parler de magie ni de sorcellerie, quoi. Moi, vous comprenez bien avec mon histoire que je ne peux pas imaginer qu'il y ait eu de la sorcellerie, un truc réel, le sabbat, le jour de pleine lune. Pourtant, vous voyez, dans mon histoire, j'ai d'abord eu à un moment une forte envie de faire une formation pour faire du massage. Alors que j'étais partie pour une belle carrière d'ingénieur. Et j'ai eu le bon goût de suivre cette envie qui était très forte en moi. Mais j'ai choisi mon école. J'ai choisi une école qui rejetait toute notion d'énergie, de chakra, de méridien, même de psychanalyse. Tout ça, c'était de l'ésotérisme, c'était mal. Alors moi, je sens que j'ai un vrai esprit scientifique. Et le scientifique, ce qu'il habite, c'est le doute. Et plus on me dit que quelque chose n'existe pas,
plus ça me donne envie d'aller voir par moi-même. Alors j'ai démarré une pratique énergétique, une gymnastique énergétique avec le Tai Chi Chuan. Et là aussi, j'ai bien choisi mon école. Il y avait une petite blague dans mon école qui disait « Nous, on n'est pas des spirituels, on est des spiritueux. » Et c'est vrai que les soirées étaient plutôt sympas. À aucun moment on me parlait d'énergie, ni de quoi que ce soit comme ça. On faisait différents exercices. Je me souviens en particulier de l'arbre, qu'on pouvait tenir cette posture assez longtemps en faisant attention à avoir bien les genoux comme il faut, les doigts comme il faut. Certaines pratiquantes disaient « Oh, j'ai eu des sensations bizarres ». Et là, les profs, ils arrivaient avec des étoiles dans les yeux. « Qu'est-ce que tu as senti ?» Parce qu'il y en a certaines qui sentaient du froid, d'autres qui sentaient du chaud, d'autres des vibrations, d'autres des fluides. Il y a des personnes aussi qui voyaient passer des couleurs. Et ce que je trouve formidable dans ce club, c'est qu'on ne nous suggérait pas. Je sais, il y a d'autres clubs où on nous dit « Imaginez une boule de feu ». Ben, c'est sûr, si j'imagine une boule de feu, je vais avoir chaud, quoi. Et là, au contraire, on était invités à ressentir ou à ne pas ressentir. C'était OK aussi. Et je dois avouer que j'ai vu quelques petits miracles. Par exemple, j'étais très cambrée avant de démarrer le tai chi. Et là, on me disait vous aurez des semelles à vie, les douleurs de genoux, il va falloir faire avec. Et j'ai pratiqué de façon un peu intensive pendant 4 ans. Mais ça fait 15 ans que je pratique plus le tai chi chuan. Mon dos est jamais redevenu cambré. Je n'y porte même pas d'attention. Mon corps s'est vraiment transformé. Il a retrouvé une posture qui est bonne pour lui. Et ça, c'est contraire à tout ce que m'avaient dit les médecins. Et puis, je dois avouer que depuis cette époque-là, je trouve que ma vie va mieux. Peut-être que je fais les bons choix, peut-être que j'ai juste plus de chance, peut-être aussi que je vois les choses de façon plus positive. En tout cas, il y a une vraie transformation. Et dans le massage aussi, j'ai eu des expériences où j'ai pas d'explication. Par exemple, j'avais une cliente qui me disait oh, j'aime beaucoup recevoir un massage de votre part le matin parce qu'après, je suis calme pendant toute la journée. C'est vrai que moi, je suis plutôt calme et lente. Et je lui ai pas dit parce qu'elle, elle payait, mais moi, j'aimais bien la masser parce que après, j'avais la patate pendant toute la journée. Je sais pas ce qui se passait, mais c'était étonnant. La branche spirituelle de l'écoféminisme m'invite à aller un petit peu plus loin et à me questionner, mais c'est quoi qu'on appelle la spiritualité ? C'est quoi qu'on peut considérer comme sacré ? Et c'est quoi la magie ? Alors, parmi tous les actes de magie, il y en a un qui consiste à utiliser des mots. Les mots, c'est la magie. Ça peut être de la magie. Vous voyez, par exemple, quand on nous parle des pauvres et qu'on dit les exclus. Puis vous passez, changer de chaîne pour le journal de 20h, et là, on ne vous parle plus des exclus pour les mêmes personnes, on vous parle des assistés. Dans les deux cas, c'est les mêmes, hein, mais ça ne fait pas le même effet, les exclus et les assistés. À une époque, on parlait de plans de licenciement. Après, on a parlé de plans sociaux, et maintenant, on parle de plans de sauvegarde pour l'emploi. Et ouais, c'est dans l'imaginaire, c'est pas pareil, quoi. On fait un peu disparaître les chômeurs. Hein. Moi, je suis fière de payer des cotisations sociales sur l'argent que je gagne, et même quand je joue au chapeau, je déclare ce que j'ai gagné, parce que j'ai la chance de pouvoir travailler, et donc je mets en commun avec les personnes qui ont des problèmes de santé, qui n'ont plus l'âge de travailler, et qui n'ont pas eu la chance de trouver un job à exercer. Il y a d'autres personnes qui parlent de charges sociales. Ah, c'est sûr, c'est pas la même chose, quoi, des charges sociales. Ça, c'est la magie noire. C'est à chaque fois qu'on nous essaye de nous faire perdre des valeurs de solidarité entre nous. Mais il y a la magie blanche aussi. La magie blanche, c'est à chaque fois que quelqu'un auquel vous tenez vous dit « Je sais que tu peux le faire ». Ou qui dit « C'est vraiment bien ce que tu es en train de faire en ce moment ». Ça transforme, ça permet vraiment le lendemain de faire encore mieux. La magie noire et la magie blanche, ça ne marche
que si l'on y croit. Si on décortique la langue de bois des puissants, ou si c'est quelqu'un auquel on ne tient pas qui nous dit c'est bien ce que tu fais, ben ça marche pas bien. Il faut croire dans tout ça. Et à l'époque, au Moyen-Âge, il semblerait qu'on y croyait. Que jeter un sort, c'était... les gens y croyaient, et donc ça faisait peur. À partir du moment où tu as peur, ta vie, elle part un petit peu... Mais heureusement, on peut libérer d'un sortilège avec une gentille sorcière. Les prières, c'est pareil, hein, c'est se concentrer sur qu'est-ce qui est important pour moi en ce moment. Tu fais des meilleurs choix quand tu es un peu plus clair sur qu'est-ce que tu souhaites au plus profondément de toi. Et donc, avoir des croyances, croire en sa puissance, ça a des conséquences matérielles concrètes. Entre autres, justement, de croire qu'on est capable de changer le monde. Et en ayant détruit ces croyances avec la chasse aux sorcières, on a détruit même la volonté l'idée même de révolte. Puisqu'on a perdu son sentiment de puissance et son sentiment de capacité à changer le monde. Alors on peut même aller un peu plus loin. C'est qu'en pleine chasse aux sorcières, il y a aussi tout un mouvement de philosophes rationnels. Alors Descartes, c'est pas le pire, mais c'est celui qu'on connaît le plus en France. En Angleterre, il y a eu Bacon. Et là, Bacon, il a bien aidé à l'implantation du capitalisme et à détruire notre rapport à la nature. Bacon, son objectif, c'était d'orienter le savoir pour la domination de la nature. Il a même clairement dit que la nature doit être réduite en servitude et traitée comme une esclave. Et vous voyez, ces pensées rationnelles, en fait, elles ont bien infusé dans la société et je suis la mieux placée pour savoir que... pour avoir été imprégnée de cette pensée cartésienne et rationnelle. Vous remarquez que ça a dû quand même vachement renforcer ce jugement de valeur qui, en vérité, existait déjà un peu dans l'Antiquité, mais quand même vachement moins. La pensée cartésienne aussi, c'est une méthode scientifique qui dit quand un problème est très compliqué, pour réussir à le comprendre, on va le découper en plein de petites parties, et là, on arrivera à comprendre cette partie-là. Sauf que quand on a disséqué un animal pour comprendre comment la vie fonctionne, on l'a un peu tué. Donc on s'est un peu éloigné du principe même de ce qu'on était en train d'observer. Et là, aujourd'hui, on arrive à des capacités scientifiques qui vont plus dans une recherche d'une compréhension systémique. Parce que, par exemple, notre santé, certes, c'est des cellules et des bactéries qui existent à l'intérieur de nous et qui font un système complexe, par exemple le système pulmonaire qui est connecté au système cardiaque, qui est connecté au système nerveux, qui est connecté aux autres systèmes. Et puis, en tant qu'humain, on est connecté à notre environnement, à d'autres personnes, qui est connecté à la biosphère. Et ça, c'est la pensée systémique. C'est se rendre compte qu'en fait, il y a des interconnexions partout. Et que ces interconnexions, elles ont un rôle vachement fort, en fait. Mais nous, on n'est pas capable, avec nos petits cerveaux, d'avoir, à un instant T, une vision globale des interconnexions et de l'effet systémique de tout, et en particulier du vivant. Finalement, c'est peut-être ça la spiritualité. C'est prendre en compte cette complexité qui nous dépasse complètement et prendre conscience qu'on est incapable de même l'approcher. En fait. Alors, par exemple, jusqu'au Moyen-Âge, on considérait que la Terre, que l'on croyait plate, que la Terre était une entité féminine, comme la Terre-Mère. En fait, on utilisait une métaphore pour s'approcher de quelque chose qu'on n'était pas capable de comprendre de manière rationnelle.
on voit là que le XVIe siècle, il a anéanti tout un monde. Le monde des femmes, le monde de la spiritualité, la nature, les communs. Et ça a été préjudiciable certes pour les femmes, mais en vérité pour l'ensemble de la population européenne. Et puis finalement, pas que pour les Européens, hein. Parce que c'est aussi la période de la colonisation. Et en fait, on a exporté notre mode de pensée. Enfin, leur mode de pensée, quoi, flûte, enfin, si, maintenant que je suis imprégnée, c'est aussi mon mode de pensée. Et on a été pollué, au sens propre et au sens figuré, les autres peuples du monde. Qu'est-ce qui nous reste de la pensée des autres peuples avant la colonisation? Bon, il y avait une grande variété, hein, et il y avait des civilisations diverses et variées. En tout cas, les écoféministes nous invitent à regarder comment vivent les peuples racines. Peuple premier, c'est un petit côté péjoratif. Peuple racine, je trouve ça chouette comme terme. Ils sont plus de 350 millions et ils sont en train de protéger 85% de ce qui reste de notre biodiversité. Ces peuples racines ont une spiritualité de l'ordre de l'animisme. C'est-à-dire qu'ils considèrent que chaque être vivant, et même parfois des choses non vivantes, ont comme une âme, comme une intention, comme une capacité de penser ou une capacité à communiquer dans une langue universelle. Et ça permet à ces peuples d'avoir un rapport de personne à personne avec des non-humains. Pourquoi est-ce qu'on accorderait moins de crédit à ces croyances-là qu'à nos croyances à nous? Par orgueil? Par habitude? Par sentiment de supériorité? En fait, ces personnes-là habitent le monde d'une autre façon que nous. Et leur façon d'habiter le monde, elle permettrait de préserver la vie sur Terre. Et d'ailleurs, aujourd'hui, même la science le montre, l'intelligence des plantes, la communication entre les différents êtres vivants. Et cette façon d'être au monde, des peuples racines, c'est peut-être un cadeau, une alternative à notre mode de pensée, parce que notre mode de pensée à nous, occidentaux, il arrive au bout de sa logique, quoi. On voit bien que ça ne fonctionne pas, et je ne pense plus que ce soit des solutions techniques qui vont nous sortir du marasme. C'est vraiment, il faut qu'on ait un autre rapport d'être au monde. Et c'est 5 siècles à déconstruire. Hein. Donc, indulgence envers nous-mêmes et puis exigence aussi. C'est indispensable qu'on arrive à sortir de cette façon d'être au monde pour maintenir la possibilité de vie sur Terre, en tout cas de vie qui ressemble à ce que nous sommes. Et ça passe par la déconstruction de pas mal de choses. En particulier, notre rapport au monde, pour moi, ça passe par le terme « c'est quoi qui est sacré ?» Et de considérer qu'avant tout, ce qui est sacré, c'est le vivant. Bien plus sacré que d'autres choses. Ça passe aussi par l'égalité entre nous et donc le féminisme. Je vous rappelle, c'est une stratégie diviser pour mieux régner. Et tant qu'au sein du peuple, il y aura une partie qui exploitera d'autres membres de cette communauté humaine,
ça va être plus difficile d'être unis pour combattre. Le féminisme insiste aussi pas mal sur le contrôle des corps, le contrôle de nos corps, reprendre le contrôle de nos corps. Que ce soit par la sexualité, par la reproduction. Et en fait, le capitalisme, il se base aussi sur le contrôle des corps. Les paysans et les serfs du Moyen-Âge, à nouveau, je ne dis pas que c'était idyllique, hein. Mais ils bossaient l'été au champ pour avoir à manger durant l'hiver. Et quand tu bosses pour toi-même, tu sais pourquoi tu te lèves, tu sais pourquoi tu es en train de faire ce geste-là. Et puis si c'est pas le jour, tu bosseras plus demain, quoi, voilà. Le fait de travailler pour un client, pour un patron, ça impose le contrôle des corps. Ça impose de bosser le jour où vraiment c'est pas ton jour, quoi. Ça impose aussi de donner sa force de travail pour un boulot qui n'a pas forcément de l'intérêt, en tout cas même pas de l'intérêt pour soi. Et le capitalisme, il ne peut pas se passer du contrôle des corps. Alors reprenons-le. Je dis capitalisme, mais en fait on peut lui donner d'autres noms, hein. Société industrielle, société productiviste, société qui croit en une croissance infinie de la consommation, de la production. Les pays colonisés utilisent moins le terme capitalisme que nous, ils utilisent le terme extractivisme pour juger notre société. Parce que ce qu'ils voient, c'est les riches blancs qui débarquent, qui creusent, qui laissent des déchets et qui ne laissent pas beaucoup de richesse. Et la colonisation des Amériques, ça a permis de sortir l'Europe d'un moment où il n'y avait plus de ressources. Et ça a été vraiment une croyance, une conviction qui s'est imprimée en nous, hein, de ressources infinies. Et l'inverse du colonialisme, ce serait quoi ? J'ai trouvé le nom de pluralisme qui fait pas mal de liens, de références avec ce que les écoféministes appellent des communautés interdépendantes et qui travaillent à la subsistance. Parce que le but, c'est pas qu'on soit tous avec les mêmes valeurs. Par exemple, on a un risque en tant que féministe, c'est d'aller dire aux femmes des autres continents, c'est quoi le bon féminisme ? Parce que par exemple en Inde, elles, ça les fait pas du tout rêver le mode de vie des femmes libres et indépendantes européennes. Elles ont d'autres aspirations au sein de leur féminisme. Et donc attention à ne pas reproduire le truc de colonisation avec nos convictions fermement ancrées en nous de féministes ou d'autres convictions d'ailleurs. L'idée de pluralisme, c'est de respecter. Alors ça ne veut pas dire tout accepter, mais de respecter, qu'on puisse avoir des croyances, des modes de vie différents. Et en fait, on a besoin d'être avec des gens qui nous ressemblent. Ça n'empêche pas d'avoir des interconnexions, des échanges et du respect. Donc pluralisme. C'est dur, hein. Enfin, je sais pas pour vous. Moi, c'est bien ancré en moi quand même, la propriété privée. J'ai du mal à en sortir. Et pourtant, ça a existé. Alors, travaillons-le entre nous. Et retrouvons des communs, une gestion, une cohésion de la communauté dans la gestion des communs, de nos forêts, de nos espaces naturels, de nos habitats. Ça me tenait très très à cœur de vous parler d'écoféminisme et de partager ce que j'y ai appris, parce qu'elles m'ont redonné de l'espoir. Entre autres, elles m'ont rappelé que la magie, ça existe.
C'est utiliser nos mots, mais utiliser notre capacité à parler, à transmettre des idées, à utiliser l'art et la musique, etc., pour participer au changement du monde. Ce que j'ai constaté aussi, c'est que l'écoféminisme, même si on avait perdu le mot et qu'on n'en parlait plus, ça a infusé au sein de la société. De toute évidence, les hommes changent. Je ne dis pas qu'on a abouti à l'égalité, hein, mais il y a clairement une chouette progression. Au sein des courants féministes, il y a de plus en plus très clairement une remise en question de ce jugement de valeur civilisé par rapport à naturel. Et puis on constate que ce rapport au monde, ce rapport à la nature, de sentir qu'on est un élément de la nature, et ben vous voyez, par exemple, moi ça m'est venu, alors qu'à la base j'étais pas du tout éduquée dans cette direction-là. On sait aujourd'hui que les jeunes enfants ont ce lien-là spontanément. C'est pour ça qu'ils parlent naturellement aux animaux et aux objets, parce qu'ils sentent qu'ils font partie, ne sont qu'un élément de ce grand tout. Ça fait un peu religieux, mais vous m'avez compris. Les écoféministes aussi, par leurs écrits que je vous invite à lire, elles m'ont aidé à sortir d'un imaginaire d'une fin du monde apocalyptique. Pas du tout pour croire que tout va se résoudre par enchantement, mais plutôt pour sortir de cette conviction qu'on est foutu, pour retrouver ma puissance individuelle et si possible collective avec d'autres, et croire en cette possibilité d'une solution positive. Pour conclure, je vais vous reparler du Chili. Donc pour les personnes qui ne connaissent pas l'histoire du Chili, en 1970, c'est le premier pays au monde à voter démocratiquement pour un président socialiste. Ça n'a pas du tout plu aux voisins états-uniens qui ont fomenté un putsch qui a réussi en 1973, et c'est le dictateur Pinochet qui a remplacé le président Allende. Aujourd'hui, on a des preuves de ça. Les États-Unis ont décidé que le Chili serait un laboratoire de l'ultralibéralisme. Et c'est ce que j'ai vu, moi. Pinochet est parti a quitté le pouvoir en 1990, mais c'est toujours sa constitution qui avait été faite par et pour lui, qui était tellement bien faite que c'est difficile de la changer. Et pendant que j'étais en 2017, en plus c'était le jour de mon anniversaire, les Chiliens, ils ont voté pour un nouveau président qui s'appelle Piñera. Et Piñera, son frère, il faisait partie du gouvernement Pinochet. Et là, je me suis dit que les Chiliens, qui pourtant en 70 avaient été en avance de mon point de vue, ils ont été complètement, on leur a lavé le cerveau, et qu'une fois que l'ultralibéralisme est en place, on n'en sort plus et ça se perpétue. Parce que j'ai vraiment vu des Chiliens qui trouvaient ça normal de vendre les océans, c'est normal de payer pour faire des études, que c'est normal de ne pas avoir droit à une retraite. Je les ai vus aussi très racistes. Vraiment, ouvertement, ils détestaient les Mapuches, donc c'est le peuple indigène. Alors que comment leur dire que partout dans le monde, on reconnaît les Chiliens parce qu'ils ont tous une tête de Mapuche. Je suis vraiment repartie du Chili en me disant il faut se battre en France là parce qu'il ne faut pas laisser l'ultralibéralisme s'imposer. Après, on ne pourra plus faire de machine arrière. J'ai vu un pays amorphe. Vous connaissez la suite ? En 2019, une petite augmentation du ticket de métro qui révolte les jeunes. La répression policière, elle est violente parce que c'est le Chili. Et là, la population, elle défend les jeunes. Ils descendent dans la rue, ils lâchent pas, ils veulent un changement de constitution. Malgré le Covid, ils restent dans la rue, ils lâchent pas leur combat et ils obtiennent un référendum pour le changement de constitution.
Et là, le peuple, il vote oui pour un changement de constitution. Et il y a le vote pour former l'Assemblée constituante. Et à la surprise générale, c'est la gauche qui gagne cette élection. Alors les nouveaux élus de cette Assemblée constituante se réunissent et ils doivent élire qui sera président. Et ils choisissent Elisa Loncón, une femme mapuche. Et son premier discours, elle va le tenir avec sa tenue traditionnelle mapuche et elle le dira dans sa langue maternelle, le mapudungun. Et une des choses qu'elle va dire dans ce discours, c'est « Nous irons chercher dans les moindres recoins de notre pays pour les droits de la terre-mère, de l'eau, des femmes et des enfants. » Alors s'il a été possible que cette personne-là puisse tenir ce discours-là quasiment au plus haut niveau de l'État du Chili, alors c'est peut-être vrai qu'un changement radical de façon d'être au monde pourrait advenir plus rapidement qu'on ne l'imagine. Je vous remercie beaucoup pour votre attention.